Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a procédé ce matin à la cérémonie d'inauguration du mémorial du barrage de Balbala. Et les dirigeants du G7 se sont réunis aujourd'hui en Allemagne pour tenter d'accroître la pression sur la Russie. C'était les titres. Bonsoir, à quelques heures de la fête nationale, au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin de l'information, je vous souhaite bonne fête à toutes et à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du mémorial du barrage de Balbala, édifice d'histoire sur une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Local flambant, neuf, construit sur un laps de 2 mois, le mémorial du barrage de Balbala comporte une salle d'exposition, une bibliothèque et une salle de réunion. Il est doté aussi d'une importante esplanade parrainant un majestueux mémorial en hommage aux héros nationaux tombés sur son champ d'honneur. Réalisé sous l'impulsion et la supervision directe du président de la République, ce mémorial est désormais placé sous l'autorité du ministère djiboutien de la Culture. Outre les membres du gouvernement et du Parlement, la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïda, prépare à cet événement. La cérémonie s'est clôturée par un dépôt de gerbes aux martyrs tombés pour cette précieuse indépendance. Le président de la République a par la suite procédé à une visite guidée de ce local construit sur un laps de 2 mois par les équipes de la garde-côte. Le mémorial du barrage de Balbala comporte une salle d'exposition, une bibliothèque et une salle de réunion. Ce mémorial est en hommage aux héros et héroïnes tombés sur son champ d'honneur. La cérémonie a vu la participation de plusieurs universitaires ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des nombreux invités.
ardekoodkii arlada iyo amnigeeni badaha ilaahay hadaaye amarkii hogaanshaha iyagoonu kala hadhin ayaa fuliye hawsha iyagoonu kala hadhin durba fuliye hawsha sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee afrikada intaa leegoobey inaga dhigay udub dhaxaad hoobey allahayow noo adkee hoobey balaayana naga xijaabami yuwasama calankayaga hoobey afrikada intaa leegoobey inaga dhigay udub dhaxaad hoobey allahayow noo adkee hoobey balaayana naga xijaabami arlada taariikh qulushaha adeegaha qaran ismaaciil cumar u ducaynaye Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Madame Hibo Momin. Excellence, Monsieur le Président, c'est pour moi un immense plaisir, à la veille de la fête commémorative du 27 juin 2022, de vous accueillir ici, dans cet auditorium, enceinte la plus porteuse de narratives et témoignages oculaires des héros et héroïnes qui sont avec nous ce matin, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du mémorial du barrage de Djibouti, communément appelé EGA. En première excellence, je tiens à vous dire que ce projet est le vôtre. Et tant cet édifice vous tenait à cœur, en quelques mois, le voici érigé, prêt à accueillir le public, à qui vous pensez toujours en priorité, la jeunesse.
Merci, Monsieur le Président, pour votre engagement constant pour le devoir de mémoire et la transmission de notre histoire indépendantiste aux jeunes et à nos enfants. Je tiens à dire aussi qu'il nous honore, à nous tous, de veiller à ce que les objectifs éducatifs assignés à ces mémorials soient atteints, car ce mémorial a pour mission première de perpétrer l'histoire douloureuse du barrage colonial édifié en 1966 et surtout de rendre hommage à ces innombrables victimes et martyrs grâce à qui aujourd'hui nous fêtons le 45e anniversaire de l'indépendance. C'est une obligation qui nous incombe à tous de se souvenir que là où nous nous trouvons en ce moment a été le point de départ d'un arsenal d'encerclement de la ville de Djibouti sur plusieurs kilomètres. Il était constitué de 2 boyaux de barbelés délimitant une bande de terrain minée et parsemée de tessons de bouteilles. L'ensemble a été fortifié sur tous les parcours par un grillage électrifié, des soldats postés dans des miradors, surveillant et sévissant avec violence et brutalité jour et nuit. Ainsi, l'inauguration qui nous réunit ensemble ce matin en est un autre témoignage qui fera date dans l'immersion d'une période particulière de la lutte acharnée pour notre souveraineté nationale. C'est l'allant de 1966 à 1977. Mais il incombe plus particulièrement au département de la culture tout le travail de valorisation et des transmissions du patrimoine archivistique que contient les mémorials. Beaucoup d'idées sont déjà recueillies, Monsieur le Président, comme l'institution d'une journée nationale dédiée aux héroïnes et héros de notre précieuse indépendance. Aussi, j'aimerais souligner la présence dans cette salle de nombreuses personnes qui ont activement contribué à l'éclairage historique sur les barrages militaires de Belbala en fournissant toute la documentation écrite et audiovisuelle. J'en profite également pour saluer et remercier mes collègues du gouvernement qui sont directement concernés par le nouveau programme du mémorial et qui seront amenés à nous accompagner dans les fonctionnements de ce musée thématique. Enfin, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer à nouveau au Président de la République mes remerciements pour avoir rendu possible, grâce à son initiative clairvoyante, la construction de ce lieu de mémoire. Je ne saurais clore mon mot de bienvenue sans adresser mes vives félicitations au colonel de garde-côte et à son équipe pour avoir réalisé en si peu de temps ces projets d'envergure historique. Merci à tous d'être avec nous. Soyez les bienvenus. Et dans une allocution faite à la tribune de cette cérémonie, le chef de l'État a tout d'abord décrit la construction du barrage comme l'initiative de répression maximale à laquelle la puissance coloniale s'est résolue pour infléchir la volonté de plus en plus ferme de notre population à accéder à la souveraineté. On l'écoute. Mes chers compatriotes, l'événement qui nous réunit aujourd'hui évoque sans doute une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'une tragédie insondable dont notre mémoire collective reste à jamais marquée. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes directes d'une barbarie sans nom. Nous prions le plus haut et le plus miséricordieux pour qu'il les accueille dans son paradis. Amin. Les survivants blessés sont aujourd'hui avec nous et méritent notre admiration et notre gratitude. Ils seront honorés. Chers compatriotes, il n'y a pas que notre mémoire collective qui porte le deuil de cette tragédie, car il y a aussi les familles et descendants des victimes dont la trajectoire existentielle a complètement été bouleversée. Nous pensons à nos frères et sœurs, à ces hommes et à ces femmes, ou à ces enfants qui ont basculé du jour au lendemain dans la situation d'orphelinat ou de veuvage. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont grandi portant avec eux ce lourd fardeau de douleur
et de désespoir. Le mémorial qui se dresse devant vous, mes chers compatriotes, ne rendra pas justice à ces innocents dont la vie a brutalement été enlevée. Ce mémorial n'a pas non plus vocation à réparer des dommages infligés à l'ensemble de notre nation. Malheureusement, on ne refait pas l'histoire et on ne peut pas réparer l'irréparable. Lorsque l'administration coloniale, dans la foulée des événements politiques d'août 1966, décide d'ériger un double barrage long de 14,5 km pour cercler la presqu'île de Djibouti, il crée de facto une séparation aussi brutale qu'arbitraire du territoire. Il établit une discrimination aussi abjecte que répugnante parmi les autochtones, parmi cette population dont le nomadisme, c'est-à-dire la liberté de circuler, est un mode de vie ancestral. Naturellement, ce barrage, truffé de miradors, de mines, de fils de barbelés, pouvait ne pas faire d'écho au mur de Berlin. Ils ont d'ailleurs été qualifiés tous les deux du mur de la honte à l'époque. Sauvegarder les intérêts politiques et économiques de la puissance coloniale, telle était la raison d'être de ces barbelés. Et poursuivant son intervention, le numéro 1 Djibouti a indiqué que ce barrage créait aussi de facto une séparation aussi brutale qu'arbitraire du territoire, le président de la République. Ce barrage était aussi un défi lancé à tous les indépendantistes qui avaient osé avec courage réclamer la souveraineté nationale avec des banderoles et des pancartes à l'arrivée du général de Gaulle sur le territoire en août 1966. Car pour l'administration coloniale, alimenter et entretenir la division entre les communautés ne suffisait pas. Il fallait aussi endiguer la marche en avant vers l'indépendance en triant la population en autochtone, en allogène, en indigène, en français de papier et je ne sais quoi encore. Au fur et à mesure que le désir d'indépendance se transformait en une volonté et une détermination inébranlables dans la conscience populaire, l'administration répondait par des rafles, des expulsions, des rafoulements, et ceux qu'elle considérait comme des activistes et des leaders soient emprisonnés ou assassinés. Mais la population n'était pas dupe et ne se laissait pas intimider. Le référendum truqué du 19 mars 1967 a donné lieu à des manifestations et des émeutes meurtrières. L'administration coloniale et des légionnaires, manifestement débordés par l'ampleur de la contestation populaire, n'avaient d'autre choix que de faire usage d'une violence répressive et dissuasive. À cela s'ajoutaient également les tracasseries administratives et les falsifications d'identité qui tendaient à présenter les indépendantistes comme des alliés objectifs des puissances étrangères. Dans ce contexte de tensions sociales et politiques, le barrage, présenté par l'administration coloniale comme un dispositif de sécurité, était en réalité censé contrecarrer, voire étouffer les velléités indépendantistes. Mais paradoxalement, ce barrage n'a fait qu'intensifier la lutte populaire. Malgré les souffrances endurées, des familles séparées, certaines même déportées, le barrage ne pouvait ni dissuader, ni contrôler, et encore moins stopper la soif de la souveraineté qui émanait du peuple. Avec l'édification de ce barrage, ce fut de la vie même des commentateurs les 10 dernières années les plus rudes et les plus violentes qu'ait connu le territoire avant la délivrance et l'accession à l'indépendance nationale. Mes chers compatriotes, si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour
ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Mon souhait est que ce mémorial, par sa puissance évocatrice, rappelle à mes compatriotes la noblesse des combats lorsque ces combats débouchent sur la souveraineté d'un peuple. Je vous remercie de votre attention. Outre l'allocution du chef de l'État, cette cérémonie a été marquée par la décoration au profit des blessés et survivants encore en vie de la violence perpétrée par la puissance coloniale sur notre peuple durant les 10 dernières années précédant notre accession à l'indépendance nationale. Ils étaient un peu plus d'une vingtaine d'anciens à recevoir ce matin des mains du président de la République d'insignes marques de distinction de la nation ainsi que des brevets méritoires de reconnaissance de la patrie. gobanimoy imisaningeesi algodku gale oo awada u geeriyooday si inoo gargaartaye guuluu ina siiyaya dadkiya dalka gacaliyo xigtooy hana gebin hagaagixin hana gebin hagaagixin hana gurin gu iyo jiirale gabiyo wiil gadhiga la saaraye oo awadaagayiga la dhaabshaye si inoo gargaartaye guuluhu ina siiyaya dadkiya dalka gacaliyo xigtooy hana gebin hagaagixin hana gebin hagaagixin hana gurin gu iyo jiirale
reste de l'actualité, les premiers groupes de 477 pèlerins djiboutiens sont arrivés à Makka al-Mukarrama pour effectuer la Umrah. Les pèlerins djiboutiens, à leur arrivée sur leur lieu de résidence, ont reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la mission djiboutienne du Hajj. Après leur arrivée dans la sainte capitale, les pèlerins se sont rendus à la grande mosquée pour accomplir les rituels de la vie. Cette mosquée donc est située au cœur de la ville de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Les membres de la mission du Hajj ont pris toutes les mesures nécessaires pour fournir de grands services aux pèlerins afin de leur permettre d'accomplir les rites du Hajj et de la Umrah et de leur fournir les meilleurs services d'organisation, de santé et de sécurité. Et dans le cadre de la célébration de l'indépendance, le secrétariat d'État chargé des sports a organisé dans l'après-midi d'hier une marche dédiée à chérir la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort lors du long combat pour obtenir l'indépendance et la liberté du pays. Cet hommage aux martyrs a vu la présence de plusieurs hauts responsables du secrétariat d'État des sports, les éléments de la police nationale, la garde-côte, la gendarmerie ainsi que les présidents des fédérations sportives. En guise de remerciement, la direction des sports a décerné des médailles et des coupes aux participants à cette marche. Et toujours dans le cadre de la cérémonie du 45e anniversaire de notre pays, la Marine nationale, en collaboration avec la garde-côte, a effectué aujourd'hui un défilé naval suivi d'un exercice maritime. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a assisté au défilé naval conjoint de la Marine nationale et de la garde-côte. En premier lieu, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été briefé par le colonel Waas Omar Bourré, commandant la garde-côte, et le colonel Ahmed Daher, commandant la Marine nationale, sur la teneur de l'exercice. Et ensuite, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major général de la Défense, et du colonel Mohamed El Mehabane, chef de la division opération des armées, s'est rendu en haute mer. Le général donc Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu en haute mer pour assister au défilé naval. La regardez.
Et une soirée musicale a été organisée hier soir par les forces armées djiboutiennes au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. La soirée musicale donc, a vu la participation des différents corps de l'armée ainsi qu'un public venu en masse pour participer à cette soirée. Des sketchs et poèmes, mais aussi des sons et mélodies ont été interprétés par le groupe d'artistes des corps armés connus du nom de la troupe Harbi. Voici quelques extraits. Images donc que vous aurez dans nos éditions de demain. Et dans le cadre justement des préparatifs de la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance, haute soirée, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, ainsi que le président de la commune de Balbala, eh bien, les festivités de la fête de l'indépendance sont poursuivies à la commune de Blaos, à Ambouli, un moment de communion marqué par des chants et des danses interprétées par les troupes artistiques du pays qui ont animé la soirée avec des chants reflétant l'histoire de notre pays jusqu'à son accession à l'indépendance. Et il va sans doute donc que l'ambiance a été à son comble où les habitants du quartier d'Ambouli donc sont venus en masse pour participer et assister donc à cette soirée. صرح الحق ألف مبروك يا شعب الانتصار عيد وطننا مجد وافتخار سجل يا التاريخ Et à minuit, la République de Djibouti donc, va souffler son 45e bougie. Mais la célébration de tous les Djiboutiens de ce 45e anniversaire a été unanime partout dans le monde. C'est le cas de la Belgique où l'ambassadeur de Djibouti, en étroite collaboration avec le comité, l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, Aden Mohamed El Etta, en étroite collaboration avec le comité d'organisation issu de la diaspora djiboutienne, ont organisé un moment inoubliable. Eh bien, la diaspora djiboutienne de la juridiction de Bruxelles a eu l'honneur de célébrer cette année avec à leur côté l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, Aden Mohamed El Etta. Eh bien, dans un sursaut de patriotisme, le Birmingham donc, Center a été pris d'assaut pour ces 27 juin pour y être commémoré. C'était hier soir, venus des différentes villes de la Belgique, mais aussi des Pays-Bas, de France ou encore de l'Angleterre. Ces Djiboutiens de la diaspora dans leur diversité ont communié avec les amis et les partenaires de la République de Djibouti dans cette partie du monde. Un moment de retrouvailles et de joie collective. Cette soirée a été l'occasion d'exhiber de façon claire et sans ambiguïté l'identité de notre nation. Djibouti, une nation qui a su exploiter son indépendance nationale et son avenir en se basant sur les valeurs noble. Au programme de cette soirée, riche en couleurs, des danses traditionnelles, a été agrémenté par des animations artistiques et folkloriques avec un groupe de chanteurs et de musiciens venus de Djibouti, donc le groupe de l'RTD, exceptionnellement pour célébrer cet événement de grande envergure. Independence of the Republic of Djibouti. We will listen to our national anthem.
écoutons un extrait de l'allocution de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Belgique, Aden Dileta, qui a tenu à féliciter le chef de l'État, la Première Dame, le Premier ministre, ainsi que les organisateurs de cet événement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers représentantes et représentants des différentes organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, distinguished guests, first of all, it's a great honor for me for our National Day. D'emblée, je voudrais souhaiter à tout un chacun la bienvenue pour cette célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Au nom du personnel de l'ambassade et en mon nom propre, nous vous adressons nos vifs remerciements pour votre présence, surtout un samedi où chacun pourrait vaquer à ses occupations. Je considère votre compagnie ici comme une marque de sympathie et d'estime, non seulement envers moi, mais également envers la République de Djibouti. Comme vous le savez, j'ai rejoint le corps diplomatique ici à Bruxelles récemment et je profite de cette occasion également pour vous faire part de ma disponibilité et de mon entière coopération à œuvrer à vos côtés dans un esprit d'équipe, que ce soit au niveau bilatéral mais au niveau multilatéral. It's a great honor for me to welcome our former Foreign Minister of Affairs Minister, one of our first ambassador to Brussels, and our former Dean of the African Group in Brussels. Welcome, Mr. Mohamed Moussa, His Excellency Mohamed Moussa Chahid. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la célébration de l'indépendance de la République de Djibouti est une journée qui appartient à l'histoire de notre pays. C'est un jour que nous festoyons avec joie et allégresse, tout en rendant un vibrant hommage à la mémoire de nos martyrs qui ont sacrifié leur vie et leur liberté pour avoir défendu notre indépendance et notre intégrité nationale. 45 ans se sont écoulés depuis ce jour du 27 juin 1977 où l'accession à la souveraineté nationale a été officiellement proclamée. Certes, durant ces 45 années, nous avons connu des périodes difficiles, marquées par les perpétuels bouleversements et fragilisations de la vie politique, économique et sociale, mais, alhamdoulilah, cela n'a pas constitué un obstacle à la relance de notre développement. Sous l'impulsion du Père de la Nation dans un premier temps, puis sous la vision éclairée de notre actuel président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont compris que le combat pour la libération se posait désormais en termes économiques et devait se gagner sur le front du développement. Nous avons donc consenti beaucoup d'efforts et accepté de travailler davantage pour édifier un système politique pluraliste en faisant preuve d'esprit militant et de détermination à vaincre les difficultés et surmonter les clivages ethniques pour fonder une nation djiboutienne. Durant toutes ces années, nous avons rétabli les équilibres économiques, relancés par la croissance économique qui a permis la mise en œuvre de nombreux programmes de développement, d'infrastructures et d'amélioration des conditions et du cadre de vie de nos concitoyens. C'est dans cette optique que nous nous efforçons toujours, avec une ferme volonté et une détermination inflexible de vouloir fonder une république jouissant d'une paix et d'une stabilité durable, d'instaurer une véritable démocratie, un état de droit au quotidien, une bonne gouvernance effective et un réel respect des droits de l'homme. Il m'est agréable de constater que depuis notre indépendance, notre pays a opté pour une diplomatie de paix et de développement, en préservant et en consolidant des relations historiques avec nombreux de nos amis de toujours, mais également en établissant et en tissant des liens d'amitié et de coopération avec d'autres pays dans le sens de nos valeurs. Pour conclure, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête de l'indépendance. Vive la coopération djibouto-belge, vive la République de Djibouti. Merci pour votre attention. Et au programme de cette soirée, des danses traditionnelles a été agrémenté
ont été agrémentées par des animations artistiques et folkloriques avec un groupe de chanteurs et de musiciens venus de Djibouti exceptionnellement pour célébrer cet événement. Dans le cadre toujours de la semaine nationale de l'indépendance, les festivités donc, se sont poursuivies dans la localité de Daasbio, une localité située à Lissabé. Eh bien, ces événements donc, qui marquent les festivités de la fête de l'indépendance, un moment de communion marqué par des chants et des danses interprétées par les troupes artistiques de la ville d'Addis Abeba, avec des chants donc, qui ont animé la soirée avec des chants reflétant l'histoire de notre pays. Eh bien, cet événement s'est déroulé en présence du vice-président du conseil régional et des personnes influentes de la localité de Daasbio. horta ilaahay baa mahadle ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay weynaa ee soo gaarsiiyay. La Fédération djiboutienne de football a procédé hier soir à la clôture du tournoi Challenge interrégional au stade CTN. La finale a opposé l'équipe Espoir qui a battu l'équipe de la préfecture de Bok par 1-0. C'est ça le développement de notre ville. Au nom de la mairie, je vous accompagne et à partir de tout au long de mon mandat, vous allez avoir ce tournoi de challenge every year. La ville et le football seront la même famille. La mairie et le football, je répète, la mairie et le football seront la même famille.
Je vous remercie de votre attention et je remercie sans oublier aussi mes amis, les anciens footballeurs, mes amis aussi de la Fédération nationale de football qui n'ont pas cessé de travailler acharnement pour la réussite de ce challenge. Sport toujours et autre finale, cette fois, c'est le tournoi qui s'est déroulé aux forêts de Daï. Eh bien, il s'agit d'une finale donc, qui a opposé l'équipe le tournoi donc, qui a opposé l'équipe des jeunes du Daï contre celle de la ville de Tadjoura. Eh bien, cette finale s'est donc clôturée par un score de 1-0. Et cette finale donc, a été remportée par l'équipe du plateau du Daï. Eh bien, elle a eu également le Centre d'action sociale et d'autonomisation de la femme, le CASAF, en collaboration avec le Centre de ressources et de compétences, a organisé ce matin une cérémonie de remise de certificat de fin d'apprentissage destinée à une vingtaine de jeunes filles du centre, du ministère de la femme, qui ont suivi une formation qualifiante dans la salle de réunion de la Chambre de commerce. L'objectif était de doter les jeunes d'une formation solide avec de réelles perspectives de développement personnel et professionnel et permettre aux entreprises de faire face au manque structurel de main-d'œuvre qualifiée. Ces jeunes ont pu suivre des formations d'accès métiers tels que le métier du cariste d'entrepôt avec maîtrise de la conduite de chariot ou le métier de préparateur de commandes en entrepôt. Je suis particulièrement aujourd'hui heureux d'être parmi vous pour cette remise de certificats de formation dans le domaine de la logistique portuaire. Pour un bref rappel, bien sûr, le CASAF, Centre d'autonomisation des femmes, est un centre ou un institut en tutelle du ministère de la Femme et de la Famille. Ce centre offre aux jeunes filles, en tout cas en difficulté, vulnérables, des opportunités de formation dans le domaine de la couture, de la cuisine et de la coiffure. Accessoirement, il y a également d'autres formations dans l'audiovisuel et l'informatique. Laissez-moi vous dire, monsieur le directeur général du centre du CRC, de ressources et de compétences. Laissez-moi vous dire, monsieur le DG, que le partenariat entre le CRC et le CASAF est une première. Bien évidemment, ces jeunes filles du CASAF qui, pour la base, ayant fait des formations classiques du CASAF, aujourd'hui ont profité d'autres formations afin de renforcer leurs compétences et d'être mieux insérées dans le marché du travail professionnellement, dans le domaine toujours de la logistique et du transport. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, concernant ce sommet du G7 en Allemagne qui interdit d'importer l'or russe, les dirigeants des pays du G7 ont donné le temps de leur sommet qui a débuté aujourd'hui dans le sud de l'Allemagne et qui a été largement consacré à la guerre en Ukraine en annonçant élargir les sanctions contre Moscou à l'importation d'or russe. C'est le premier signal de soutien à l'Ukraine de la réunion qui a débuté formellement à la mi-journée dans les Alpes bavaroises où le président américain Joe Biden a atterri hier soir. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon ont annoncé élargir les sanctions
contre Moscou à l'importation d'or russe. La France, l'Italie, l'Allemagne, les 3 autres membres du G7 vont se rallier à cet embargo touchant une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie. C'est ce qu'a tweeté Joe Biden. Ces mesures frapperont directement les oligarques russes et s'attaqueront au cœur de la machine de guerre de Poutine. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre britannique, alors que la Russie a exporté pour près de 15 milliards d'euros d'or en 2021. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes et à tous.